menu de ce 19h30, au deuxième jour du dépôt des candidatures à la présidentielle 2020, c'est au tour du candidat de la majorité de se soumettre à l'exercice. Les dossiers de Roch-Marc Christian Kaboré ont été déposés ce mardi à la CENI par le vice-président du MPP en présence de plusieurs militants mobilisés pour la circonstance. Et pendant ce temps, un groupe de personnes au nombre de 5 dépose une plainte contre le code électoral devant le Conseil constitutionnel. Ils dénoncent l'inconstitutionnalité de la modification de la loi électorale, les raisons fondamentales de cette action dans ce journal. Et puis, 30 ans d'attente, 3 décennies de calvaire pour les élèves et les parents d'élèves du village de Toyou dans la commune de Tchiriba viennent de prendre fin. Enfin, et Toyou à son école primaire, l'infrastructure a été inaugurée ce week-end par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Sachez que nous aurons un invité dans cette édition. Souleymane Traoré viendra nous parler de la nuit de l'exploitant familial dénommée la nuit du Ballot d'Or. Monsieur Souleymane Traoré, bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes représentant de l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina et que vous êtes membre du comité d'organisation de la nuit du Ballot. On reviendra tout à l'heure plus tard dans ce journal pour que vous puissiez échanger avec nous et avec nos téléspectateurs. Mais avant, parlons politique et comme annoncé en titre, tout de suite, direction les bureaux annexes de la CENI où le balai des dépôts des candidatures à la présidentielle 2020 se poursuit. Après l'ouverture du bal hier par 2 candidats indépendants ce mardi, c'est le chef de l'État, candidat à sa propre succession, qui a déposé ses dossiers porté par le vice-président du MPP, accompagné de plusieurs leaders de la majorité et en présence d'une centaine de militants mobilisés à la Commission électorale nationale indépendante pour la circonstance. Ambiance sur place, Roméo Koyeta. Le siège de la Commission électorale nationale indépendante pris d'assaut ce matin par les militants du MPP. Des centaines de supporters de Roch Kaboré qui espéraient pouvoir l'accompagner pour le dépôt de sa candidature. Étant donné que notre président veut venir déposer sa candidature, on a dit que vraiment on est fiers de lui, donc on tient à être présent. Voir physiquement leur candidat, ce sera pour une prochaine fois, puisque c'est Simon Compaoré, le président du parti, qui est mandaté pour déposer le dossier du candidat de la majorité présidentielle. Et pour le MPP, c'est un événement. Plusieurs cadres du parti assistent au processus. Simon Compaoré prend place en face des agents de la CENI qui vérifient minutieusement les pièces du dossier. Puis, un récépissé lui est délivré. Un document qui ne présage pas pour autant de la validité de la candidature. Cette compétence est plutôt dévolue à une autre commission, précise Newton Ahmed Barry. Mais l'envoyé du candidat Roch Kaboré se veut serein. Il est convaincu d'avoir composé un très bon dossier. Nous sommes certains que, vu la minutie qui a été mise par nous dans la préparation de notre dossier, il ne nous reste plus qu'à préparer, à dérouler notre stratégie de campagne sur le terrain. Au deuxième jour du dépôt des candidatures de l'élection présidentielle, la commission électorale a réceptionné 5 dossiers au total. Les dépôts se poursuivent jusqu'au vendredi 2 octobre. La publication des listes définitives des candidats retenus est prévue pour le 11 octobre prochain. Et je précise que les dossiers de Roch-Marc Christian Kaboré ont été déposés par le président du MPP. Le président du MPP, Simon Compaoré, la précision est très importante et la vérité est rétablie. Alors que le processus électoral est entré dans une nouvelle phase importante, comme nous le constatons avec les dépôts des dossiers, eh bien des sons de cloche dissidents et contraires se font entendre ça et là. L'un des derniers en date est incarné par 5 personnes qui ont décidé d'attaquer le code électoral devant le Conseil constitutionnel. Le recours a été déposé le 16 septembre dernier. Ce matin, elles ont expliqué la motivation de leur initiative au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Rémi Lambert-Lévien. Alors que le processus électoral amorce ses dernières phases, les griefs juridiques à l'encontre du code électoral modifié le 25 août dernier ne cessent d'être soulevés. Cette fois-ci, c'est la société civile à travers un groupe de 5 citoyens qui montent au créneau et demandent au Conseil constitutionnel de trancher.
De leur point de vue, l'adoption de la loi 034 portant modification du code électoral a bafoué aussi bien dans sa forme que dans son fond les dispositions nationales et supranationales exposant le Burkina Faso aux conséquences sociopolitiques qui peuvent en découler. En décidant enfin de saisir le Conseil constitutionnel, notre intention est ici d'alerter les risques potentiels encourus par le peuple burkinabé et de prévenir quant au danger d'une loi électorale dont les conséquences peuvent être désastreuses par rapport à l'unité, à la paix et à la réconciliation nationale, par rapport à la qualité et la crédibilité même des élections, par rapport à la légitimité également des dirigeants qui vont être élus, par rapport aux droits fondamentaux des citoyens consacrés par la Constitution de notre pays. Et enfin, la souveraineté nationale, en lien avec l'intégrité territoriale. Ce groupe de 5 citoyens embouche la même trompette que certains détracteurs du code électoral modifié pour le qualifier de loi d'exclusion. Cette loi, la nouvelle loi 034 du code électoral n'est pas inclusive, elle est exclusive. Dans cette salle, supposons que c'est la circonscription électorale, nous avons les électeurs à ma droite et nous avons les électeurs à ma gauche. La Constitution en amont dit que tous ces électeurs-là, le pays doit garantir leur droit de vote et qu'ils doivent voter. Maintenant, on va modifier une loi et que la loi dit qu'en cas de force majeure, si les électeurs de droite qui sont à ma droite n'arrivent pas à voter et que c'est uniquement les électeurs de gauche qui ont pu s'exprimer, on tiendra compte du fait que c'est eux qui ont voté. Les autres, là, on s'en fout. Les résultats des élections seront proclamés sur la base de leur voix. Voilà de manière schématique le problème. Même si la situation présente, ça arrive à passer, cette loi posera un problème tôt ou tard au niveau de l'unité nationale des peuples du Burkina Faso. Le gouvernement aurait également péché dans la procédure qui a abouti à la modification du code électoral. Pour modifier une disposition constitutionnelle, on la modifie à travers une loi constitutionnelle. Pas à travers une loi simple. La loi portant code électoral 034 est une loi simple. S'ils avaient pris une loi constitutionnelle pour adresser aux députés pour dire session extraordinaire, c'est une loi constitutionnelle, on veut faire ça, non, on n'allait pas dire de problème. Il n'y aurait pas de problème. Mais il y allait avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas passer. Il y a une majorité qualifiée qu'il faut avoir pour l'adoption d'une loi constitutionnelle. Ils savaient bien qu'ils ne peuvent pas avoir cela. Et c'est pourquoi ils ont fait une loi, croyant que ça va passer. Mais on a été vigilants, nous sommes des citoyens vigilants. La veille citoyenne, voilà comment ces 5 requérants qualifient leur acte de recours devant le Conseil constitutionnel. Pour eux, la non-tenue des élections à bonne date n'expose nullement le Burkina à un vide constitutionnel. Cependant, le respect de la Constitution reste un devoir non négociable. En attendant que la question soit tranchée par le Conseil constitutionnel, eh bien, au sein des états-majors des partis politiques, l'heure est plutôt à la mobilisation. C'est tout le sens de ce congrès de la jeunesse de l'UPC tenu ce week-end à Bobo-Dioulasso. L'occasion pour Zéphirin Diabré de galvaniser ces jeunes lions pour les batailles électorales à venir. Kader Condé, reportage avec la voix de Sotou Augustin Dabiré. Zéphirin Diabré peut compter sur le soutien des jeunes militants et sympathisants de son parti à l'élection présidentielle de novembre 2020. Les Lionceaux et les Lioncelles de l'Union pour le progrès et le changement lui ont réaffirmé leur soutien pour une victoire éclatante du parti de Lyon au soir du 22 novembre 2020. Pour ce congrès, nous avons donc, et après concertation, nous avons décidé de tracer les stratégies pour accompagner notre champion et la jeunesse dans son ensemble et s'est organisé avec certaines structures et nous n'avons pas naturellement dévoilé tout de suite la stratégie, mais elle va se savoir sur le terrain et des 4 côtés du Burkina Faso et vous allez sentir une jeunesse engagée, dynamique, travailleuse, décidée à lutter contre toute pratique de fraude. Nous, les jeunes, nous sommes prêts aujourd'hui à assumer tous les
rôle que le président voudrait qu'on puisse jouer. Nous sommes prêts à relever ce défi et montrer qu'il y a une jeunesse au Burkina Faso qui peut travailler, faire avancer, faire développer le Burkina Faso. Un soutien que le président de l'UPC dit accepter avec fierté. Lui qui a décidé de faire de la jeunesse du Burkina Faso le fer de lance du développement en lui promettant un changement significatif dans la gouvernance une fois au pouvoir. Ce congrès se tient dans un contexte particulier, puisque bientôt, dans quelques semaines, nous irons pour prendre les clés de Kossiam. Et dans ce cheminement, la jeunesse non seulement a joué un rôle important, mais elle va continuer de jouer un rôle important dans le gouvernement que je vais diriger dans quelques semaines. Oui, notre parti, c'est le parti des jeunes. Parce que le changement que nous voulons, le vrai changement que nous voulons, c'est un changement pour les jeunes. C'est un changement pour apporter un nouvel avenir à la jeunesse. Zéphirin Diabré a également décrié la gouvernance actuelle et les maux qui minent la société burkinabé. Ils ont pris le pouvoir après une élection populaire que nous avons conduite contre la malgouvernance. Ils sont malheureusement devenus eux-mêmes les pires champions de la malgouvernance que ce pays ait jamais connu. Ils ont hérité d'un pays qui était uni, rassemblé comme un seul peuple. Ils nous ont divisés, stigmatisés, distillé l'ethnicisme et toutes sortes de mots que nous ne connaissons jamais dans ce pays. Ils ont pris un pays qui était respecté dans la sous-région et dans le monde entier. Ils vont nous laisser un pays dessiné en rouge sur toutes les cartes internationales et où personne ne vient plus, où les hôtels sont vides et où on ne veut pas faire des affaires. Face à cette situation, Zéphirin Diabré dit être l'homme de la situation pour le Burkina Faso. Et avec le soutien de la jeunesse de son parti, le candidat de l'UPC à l'élection présidentielle de 2020 se veut rassurant quant à sa victoire au soir du 22 novembre. Voilà, des congrès comme celui que vous venez de voir, mais aussi des meetings ou encore des assemblées générales, quelle que soit leur forme, et bien les réunions politiques vont sans doute se multiplier au fur et à mesure que la date du 22 novembre approche, le tout accompagné des discours et des déclarations diverses, des joutes oratoires que le CSC veut bien courtoise et aussi apaisante, le Conseil supérieur de la communication qui anticipe donc en mettant en place ce qu'on appelle un pacte de bonne conduite. L'exercice a réuni ce matin tous les acteurs concernés par la question, bien sûr, sous l'égide du CSC. Reportage Ahmed Boy. Des leaders politiques, des représentants des organisations de la société civile et des patrons de médias réunis dans cette salle sous l'égide du CSC, le Conseil supérieur de la communication. Ces acteurs réfléchissent sur le contenu du pacte de bonne conduite à soumettre bientôt aux différents candidats engagés dans la course à la présidentielle prochaine. Un pacte qui intervient à ces élections 2020, deuxième du genre, après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ce pacte de bonne conduite contient des engagements de part et d'autre, à savoir pour les acteurs politiques, comme le disait tout à l'heure mon collègue homologue de Côte d'Ivoire, avoir un discours dénué de haine et de division. C'est un pacte qui n'a pas de valeur juridiquement contraignante, mais moralement très contraignant. C'est ça l'importance d'un pacte que nous signons entre tous les acteurs. C'est l'engagement moral devant tout le monde de respecter, de faire respecter le contenu du pacte, tant par les acteurs eux-mêmes que par leurs militants et sympathisants. Cet événement connaît la participation de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de la Côte d'Ivoire. La ACA est venue partager son expérience avec sa consoeur, le CSC. Lorsque nous sommes acteurs politiques, nous avons tendance, pour recueillir des voix ou pour susciter l'adhésion de la population, de faire très souvent beaucoup de démagogie. Il faut s'en abstenir. L'intérêt du pays prime toujours sur les intérêts particuliers. Une cérémonie solennelle de signature
de l'acte final issu du séminaire est prévu dans les jours à venir pour matérialiser l'engagement des différents acteurs. Tout autre chose à présent avec cette phrase « Je protège mon cœur, je pratique des activités sportives ». C'est le thème de la Journée mondiale du cœur, édition 2020. Au Burkina Faso, la Société de cardiologie du Burkina a marqué le coup par plusieurs activités, entre autres l'apprentissage des premiers gestes de secours en cas de crise, mais aussi une opération de dépistage gratuite de l'hypertension artérielle. Le point de tout cela avec Mamounata Kaboré. Le paludisme et la tuberculose tuent 3 millions de personnes par an dans le monde, alors que les maladies cardiovasculaires à elles seules font 17,9 millions de décès par an dans le monde, foi de la Société de cardiologie du Burkina, SOCARB. C'est vous dire à quel point les maladies du cœur font des ravages. Il faut donc améliorer les connaissances et pratiques des populations sur les facteurs de risque cardiovasculaire et leur prévention. Les maladies cardiovasculaires constituent dans le monde la première cause de mortalité. Et il est plus facile de prévenir que de guérir. Lorsque nous arrivons à réaliser la prévention cardiovasculaire, nous pouvons éviter les accidents cardiovasculaires dans plus de la moitié des cas. Alors, cette prévention s'articule autour de choses simples. C'est essentiellement la modification du style de vie. Il faut réaliser une activité physique sportive simple, ce n'est pas de la compétition. L'Organisation mondiale de la santé préconise 150 minutes d'activité physique sportive réparties dans la semaine. Il faut éviter de fumer. Il faut éviter de manger tout ce qui est gras et privilégier les fruits et légumes, privilégier les poissons par rapport à la viande rouge. Première cause de décès dans le monde, au Burkina Faso, les affections cardiovasculaires constituent une des 3 premières causes d'évacuation sanitaire. Véritable problème de santé publique, l'apprentissage des gestes qui sauvent se présente donc comme une nécessité pour chacun de nous. Ce 29 septembre, Journée mondiale du cœur, la SOCARB fait un point d'honneur à ces gestes, comme c'est le cas ici pour le massage cardiaque. C'est une personne qui est tombée, qui est inconsciente. Vous avez évalué tout ça, vous vous rendez compte que la personne ne respire pas. Si la personne ne respire pas, ça veut dire que le cœur s'est arrêté ou que le cœur va s'arrêter dans les secondes qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le massage cardiaque. C'est 30 compressions au niveau de la poitrine et 2 insufflations. Les insufflations, vous donnez de l'air à la victime. Donc, comment se font les compressions? Donc, vous avez le thorax, la poitrine de la personne. Vous divisez la poitrine en 2 parties. Donc, au milieu, c'est-à-dire dans la partie inférieure, vous déposez une main, vous venez empaumer. Donc, les coudes en extension, les coudes ne doivent pas être fléchis. Et donc, faites compression, décompression. Et vous comptez 30. Ou dans ce stand qui met l'accent sur la prise de la tension artérielle. Outre ces animations de stand, la commémoration de la Journée mondiale du cœur, édition 2020, a été ponctuée par des dépistages gratuits sur l'hypertension artérielle, la formation du personnel de santé sur la prise en charge de l'hypertension artérielle et des émissions interactives. Rappelons-le, c'est une commémoration placée sous le thème « Je protège mon cœur, je pratique des activités sportives ». Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, nous recevons un invité ce soir. Il s'agit de Souleymane Traoré. Il est le représentant de l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina et membre du comité d'organisation de la nuit de l'exploitant familial, dénommée la nuit du ballot d'or. C'est ça, M. Souleymane C'est bien ça. Traoré. Merci, bienvenue. D'abord, c'est quoi une exploitation familiale pour nos téléspectateurs? Alors, c'est devenu un concept aujourd'hui qui fait long débat. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'en plus d'être représentant de l'Union nationale des producteurs de riz du Burkina, je parle au nom de 18 organisations de la société civile qui se sont associées depuis 2016 pour conduire un plaidoyer
en faveur de la modernisation des exploitations familiales et de la Chambre nationale d'agriculture avec qui on organise la nuit de l'exploitation familiale. Venez-en à la question maintenant. Alors, l'exploitation familiale, c'est simplement les exploitations que nous voyons. Si vous rentrez dans un village, vous trouvez que les familles, les ménages sont installés autour des terres agricoles. Ils ont des animaux de production et c'est cette entité qu'on appelle exploitation familiale. Donc, c'est une entreprise agricole. J'attaque en même temps en disant que c'est une entreprise agricole qui est basée sur le travail de la famille, dont le mode de gouvernance est géré par la famille. Donc, c'est ça qu'on appelle l'exploitation familiale. C'est ça l'exploitation familiale. Je vais dire, par exemple, par rapport à la taille aussi de ces exploitations, si, par exemple, prenons un village ou bien une localité où il y a une famille qui a juste peut-être un potager à côté de la maison, ça peut être considéré comme une exploitation familiale aussi? Alors, oui. Si la famille n'a que ça, ça peut être considéré comme une exploitation familiale. Alors, il faut dire que dans la définition de l'exploitation familiale, le critère superficie est vraiment aléatoire, n'a pas un grand sens. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la performance de l'agriculture, quelqu'un peut avoir un quart d'hectare, conduire 3 saisons, 3 campagnes agricoles, avec de bons rendements, il peut gagner plus que quelqu'un qui a 10 hectares. Et quelle est l'importance de l'exploitation familiale et de l'exploitant familial en ce moment où, ma foi, les crises alimentaires se répètent chaque année? Voilà. Bon, dans le contexte du Burkina, avec la configuration de notre agriculture, c'est l'exploitation familiale qui domine le paysage agricole. Qu'il s'agisse des éleveurs, qu'il s'agisse des céréaliers, qu'il s'agisse donc des planteurs et autres. Alors, nous savons qu'au Burkina, on a des exploitations qui ont effectivement des performances assez faibles aujourd'hui. Quelque part, c'est parce que jusqu'à présent, il me semble qu'on n'a toujours pas trouvé le bon bout. Parce que plutôt que d'appuyer l'exploitation familiale, tantôt on transgresse vers des concepts qu'on appelle agrobusiness, qu'on appelle entreprise agricole, etc. Tout ça, c'est bien. Mais moi, je pense que déjà, les exploitations sont des entreprises agricoles parce qu'elles investissent dans les intrants, dans du matériel, dans de la main-d'œuvre. Elles produisent, qu'on veut ou pas, elles vendent les récoltes, les animaux, pour subvenir à leurs besoins, scolariser les enfants et même avoir des biens de luxe. Alors, et donc, c'est bien des entreprises agricoles. Vous, je veux dire, vous et les associations que vous représentez, vous plaidez donc à ce qu'il y ait l'exploitation familiale soit encore plus performante. Et c'est sans doute dans ce sens que vous organisez ce que vous appelez la nuit de l'exploitant familial. Voilà. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, les performances sont faibles. Quand on analyse bien, les gens ont du mal à accéder aux facteurs de production, entre autres les intrants, semences, engrais, au matériel agricole. Le niveau de formation aujourd'hui est très très faible, la maîtrise des techniques est très faible, le niveau d'accompagnement par l'encadrement est très faible, leur accès au crédit est très très limité, et bien si vous partez même dans les banques, c'est encore complexe. Voilà. Et donc, par rapport à ça, les exploitations familiales n'arrivent pas à trouver la substance nécessaire pour progresser. Et donc, nous organisations de la société civile font un plaidoyer auprès des décideurs, donc des ministères sectoriels, des autres autorités du pays, mais aussi près des partenaires techniques et financiers, pour qu'on puisse mettre les efforts ensemble pour aider les exploitations familiales à avoir accès à beaucoup de moyens pour produire et pour nourrir la famille. C'est vrai, je n'oublie pas, parce que le contexte du Burkina, c'est aussi lié aux aléas et au changement climatique, qui fait que les précipitations sont mal réparties, parfois ça tombe en quantité, ça fait des inondations, parfois il manque, et donc ça influence notre écosystème et notre agriculture. Donc ça aussi, ce n'est pas imputable à quelqu'un. Et c'est dans ce même cadre de la recherche de la performance de l'exploitation familiale que vous organisez demain la nuit de l'exploitant familial. Absolument. Alors, je disais tantôt que les OST conduisent un plaidoyer depuis 2016. On a mené beaucoup de réflexions et on a constaté que les enfants sont victimes de stéréotypes et de clichés. Et donc, nous conduisons le plaidoyer, d'une part, pour rehausser le niveau de compréhension de l'opinion nationale et de l'opinion internationale de la familiale, et d'autre part, aider les enfants familiales à
améliorer leur performance et donc à se moderniser et à répondre aux défis de sécurité alimentaire et de nutrition du pays. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a organisé déjà beaucoup d'espaces de réflexion, qu'on a appelé les journées de compréhension et de dissémination des évidences. Et en plus de ça, nous avons décidé d'organiser une nuit dédiée à l'exploitation familiale pour que l'opinion nationale, comme je l'ai dit tantôt, puisse encore connaître davantage l'exploitation familiale et puisse donc faire plutôt prêter donc une très particulier donc à l'exploitation familiale. Cette nuit-là, c'est demain que ça se passe. À quoi doivent s'attendre toutes les personnes qui seront invitées à cette cérémonie? Alors, la nuit de l'exploitation familiale va se passer le jeudi 1er octobre, donc après-demain. Après-demain. Et donc, nous avons baptisé les ballots d'or. Les ballots d'or, pour ceux qui comprennent le Bambara ou le Djoula, ballot, c'est la nourriture. Et comme nous faisons le plaidoyer dans le domaine de la sécurité alimentaire, on s'est dit que ce concept peut bien s'adapter donc à notre plaidoyer, aux efforts que nous fournissons, parce que si on a suffisamment de nourriture dans le pays, on assurera la sécurité alimentaire du pays. Et donc on l'a baptisé les ballots d'or. Et ceux qui vont venir, ils auront droit à un programme bien fourni. Il y aura des prestations d'artistes, il y aura des interventions de mots, il y aura des récompenses à donner aux acteurs du monde rural. Il y aura des prix d'excellence, des prix or, argent et bronze, et il y aura des prix d'honneur et des prix de reconnaissance. Ouais, tous ces prix pour encourager les élèves familiales à faire encore mieux, qui méritent de faire face à l'insécurité alimentaire. Voilà, ce sera de quelle heure déjà? Alors, ça serait en gros de 17h30 à 20h30. Où? Dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Merci. Je pense que toutes ces précisions sont importantes parce que l'exploitation familiale est un événement, une activité qui permet de faire face à l'insécurité alimentaire qui est une véritable plaie dans nos sociétés aujourd'hui. Merci, Monsieur Souleymane Traoré. Je vous ai posé une dernière question. Est-ce que vous connaissez le village d'Etoyou? Vous ne connaissez pas d'Etoyou. Vous ne connaissez pas? Non, je ne connais pas ce village. C'est vrai. Mais je vous emmène, vous, mais aussi nos téléspectateurs, dans le village d'Etoyou. C'est dans la commune de Kiriba. Nous sommes dans la boucle du Moun. Un village qui entre un peu plus dans la République avec l'accès à l'école. Après 30 années d'attente, 3 décennies de souffrance et de calvaire pour les élèves, mais aussi pour les parents d'élèves, l'école primaire de Toyou a été inaugurée ce week-end par le ministre de l'Éducation nationale en présence, vous l'imaginez, d'une population complètement enthousiaste. Reportage Alexis Bilem Naba. Ce coup de ciseaux du ministre en charge de l'Éducation nationale marque l'ouverture officielle des salles de classe de l'école Etoyou de la commune de Tchériba dans la boucle du Mouhoun. Un bâtiment de 3 salles de classe qui fait oublier 30 ans de calvaire des élèves passés par cette école. Une joie que le ministre Stanislas Ouarou manifeste avec la population dans la mesure où l'infrastructure vient améliorer l'offre éducative dans cette localité. Il faut dire que je suis venu dans la province du Monde, précisément dans la commune de Tchériba, pour visiter des infrastructures scolaires et surtout inaugurer l'école d'Etoyou. Donc c'est une école qui avait été demandée par les populations depuis plus de 30 ans. Ils étaient obligés d'aller à Tissé, à Tierkou pour étudier, pour donc le CP1, le CP2. Vous savez que CP1, c'est des enfants très petits et la distance ne permettait pas d'y aller. Donc du coup, beaucoup n'étaient pas scolarisés. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. Donc l'école a été réalisée dans le cadre donc justement des réalisations du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Et donc nous sommes très heureux d'être là pour célébrer cette joie avec les populations. Construit en 2019, cet établissement scolaire a eu une première promotion de 64 élèves. Un nombre moins pléthorique certes, mais le manque d'équipement ne favorise pas l'offre d'une éducation de qualité.
Les difficultés sont vraiment énormes parce que l'école est ouverte avec 15 tables bancs, avec un minimum je dis, un minimum de matériel pour le fonctionnement de l'école. À savoir, les livres de lecture, il n'y en a pas. Et, bon, vous savez que sans les tables pour les élèves, l'activité pédagogique est un peu compliquée. Alors, donc, les difficultés sont vraiment énormes. Comme vous avez dû remarquer, nous n'avons qu'un bâtiment. Et on n'a pas de forage, comme je disais tout de suite. On n'a pas de latrine, on n'a pas un centre médical. Nous sommes à plus de 10 km du CSPS. Et à tout moment, nos enfants sont souffrants. Alors, donc, vraiment, voilà les difficultés que nous avons à Etoyou ici. Des difficultés que le ministre en charge de l'Éducation nationale prend l'engagement de résoudre avant le premier trimestre 2021. La province du Mouhoun connaît un taux de réalisation d'infrastructures éducatives de 73%. Pour Stanislas Waro, des efforts restent toujours à faire. Donc on pense qu'on a réalisé des infrastructures à un taux de 73-74%. Donc il y a encore des efforts à faire et c'est pour cela que donc, nous venons voir les besoins, les noter et puis nous engager pour les prochaines années à continuer de réaliser des infrastructures. L'objectif pour nous, c'est de rapprocher ces infrastructures des enfants, de façon à ce qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Parce que lorsqu'ils sont obligés d'aller à 10, 15, 20 km pour le poste primaire et le secondaire, ou à 5, 6 km pour le primaire, ça pose des problèmes d'efficacité, de qualité, parce qu'il y en a qui finissent par abandonner. Le réseau routier défectueux de Tiekui, un village situé entre l'Anfiara et la commune de Safané, n'a pas permis de visiter certains chantiers inscrits à l'agenda du ministre. Stanislas Waro compte faire le point à son homologue en charge des infrastructures pour que des solutions puissent être trouvées. Pour terminer cette statistique qui va laisser plus d'entre vous complètement pantois, tenez-vous bien, les 2/3 des boues de vidange, notamment les contenus des fosses septiques de la ville de Ouagadougou, sont déversés dans la nature. Ce chiffre émane d'un rapport sur la gestion de la filière boue de vidange et son impact dans la capitale, un rapport sur lequel se sont penchés les acteurs étatiques et privés du secteur hier. Archimède Boy. À Ouagadougou, plus de 64% des boues de vidange sont déversées dans la nature et 36% vont dans des stations aménagées à cet effet. Ces chiffres émanent d'un rapport publié par le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, ce lundi 28 septembre. Cette situation constitue un danger pour l'environnement et la santé de la population. Le fait d'aller les jeter dans la nature, c'est comme si on fait de la défécation à l'air libre de manière intense. Imaginez qu'il y ait par exemple une maladie comme choléra comme ça qui déclenche. Vous voyez tout ce que ça peut poser comme conséquence. Donc en termes de santé, ça va saturer nos structures de santé, augmenter les dépenses des populations en matière de santé. Bref, ça va être une vraie catastrophe. Pour limiter les dépotages sauvages, cette étude recommande des pistes de solutions. En termes de recommandations, nous avons noté qu'il faut appuyer les acteurs de la chaîne de vidange et d'évacuation à pouvoir se structurer. Il y a lieu d'augmenter substantiellement la capacité de traitement, donc augmenter les stations de traitement, parce que nous n'avons que 3, ça ne couvre pas bien la ville. Il y a des zones de la ville qui se retrouvent très éloignées des stations de traitement. Donc, si on ajoute d'autres stations de traitement, ça permettra d'avoir une bonne couverture de la ville et pouvoir effectivement gérer cette question de manière convenable. Des recommandations que le ministère en charge de l'assainissement dit prendre en compte. La solution n'est pas du miracle. Il faut construire des stations de traitement de boues de vidange, mais nous pensons surtout à la valorisation. C'est comme il a été présenté, les boues de vidange peuvent être valorisées, soit en énergie ou en intrants agricoles. Et nous allons beaucoup pencher avec l'appui du secteur privé sur ce segment-là. En plus de la faible disponibilité des ouvrages, le domaine de l'assainissement reste confronté aux défis de sécurisation et de traitement convenable des fesses, indique ce rapport. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30.